Pendant que l'Afrique centrale s'endort chaque soir au bruit des armes, un silence stratégique s'installe à Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi, regard perdu entre les couloirs du pouvoir et les cris de son peuple, sent une vérité l'étrangler, la trahison est déjà à l'intérieur. À l'est de son pays, le sang coule. Des familles fuient. Des villages brûlent. Et derrière les flammes, une main froide, Paul Kagame, président du Rwanda, que beaucoup accusent de tirer les ficelles du chaos via le M23. Mais ce n'est pas tout. Au Burkina Faso, un autre homme fait trembler l'Occident et inspire les peuples. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, droit, intransigeant, a osé ce que d'autres redoutent, relever la tête, rompre avec les dominations, et s'unir à d'autres résistants comme le Mali et le Niger. Tshisekedi, lui, observe. L'Afrique est divisée. L'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, devient une scène où se jouent alliance, manipulation et piège. Alors que Kagame resserre son emprise à l'Est et que Traoré appelle à l'unité panafricaine, Tshisekedi semble hésiter. Faut-il intégrer l'EAC pour s'en protéger ou en sortir pour rejoindre la ligne dure de la résistance? Dans les coulisses de la présidence congolaise, l'agitation est palpable. Les conseillers se déchirent. Certains prônent le dialogue avec l'EAC, pensant que les troupes régionales pourraient stabiliser le pays. D'autres, plus méfiants, voient dans cette alliance un piège masqué par des sourires diplomatiques. Mais au fond de son bureau, Tshisekedi le sait. On ne négocie pas avec ceux qui arment votre ennemi. Pendant ce temps, Paul Kagame redouble de provocations. Il affirme haut et fort qu'il protège les Tutsis du Congo, tout en niant tout lien avec le M23. Pourtant, les preuves s'accumulent, armes, munitions, soldats camouflés franchissant la frontière nuit après nuit. Dans les réseaux sociaux, dans les rues de Kinshasa, un nom circule comme une bouffée d'air pur, Ibrahim Traoré. Son franc-parler, sa posture de rupture, son appel à une Afrique libre des influences étrangères, tout cela inspire les jeunes Congolais. Certains manifestent devant les ambassades en criant « Nous voulons un Tshisekedi comme Traoré, pas comme Kagame ». Mais Tshisekedi reste muet. Il attend. Il observe. Et dans l'ombre, un plan se dessine. Va-t-il rejoindre le bloc révolutionnaire du Sahel? Ou va-t-il s'enfermer davantage dans l'étau de l'EAC et de ceux qui manipulent ses frontières? Un matin, le président convoque un conseil de sécurité restreint. Il ne veut plus de compromis. Il veut comprendre les réels intérêts cachés derrière l'EAC. Et c'est là qu'un général ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Monsieur le Président, si nous restons dans l'EAC, nous invitons le serpent dans notre propre lit. Il ne viendra pas éteindre l'incendie, il viendra nourrir les flammes. Le silence dans la salle est glacial. Kinshasa, place des évolués. Une foule immense s'est formée, drapeau congolais dans une main, pancarte dans l'autre. On y lit. Silhouette de tête qui parle, non à l'occupation déguisée. Silhouette de tête qui parle, le Congo n'est pas à vendre. Silhouette de tête qui parle, Tshisekedi, choisis ton camp, Kagame ou le peuple. La rue vibre. Le ton monte. Et sur les réseaux sociaux, une vidéo explose. Ibrahim Traoré s'adresse au peuple frère de l'Afrique centrale. L'heure n'est plus au silence. Ceux qui prétendent vous aider avec leurs troupes veulent vos terres, vos minerais, vos âmes. Le Burkina, le Mali, le Niger ont dit non. Qui d'autre osera nous rejoindre? Les regards se tournent vers Kinshasa, vers Félix Tshisekedi. Et dans les couloirs du pouvoir, les pressions s'intensifient. La France, les États-Unis et certains partenaires de l'EAC multiplient les appels. Certains offrent de renforcer le soutien militaire. D'autres menacent de réévaluer leur coopération. Mais une autre voix se fait entendre. Celle du cœur du peuple congolais. Une femme, veuve d'un soldat tué à l'Est, prend la parole dans une émission très suivie. Mon mari est mort en protégeant cette terre. Ce n'est pas pour qu'on la livre à ceux qui la convoitent. Président Tshisekedi, faites ce que vous devez faire, ou partez. Les mots sont forts. L'émotion est brute. Et ce jour-là, Tshisekedi comprend. S'il ne parle pas bientôt, c'est le peuple qui parlera à sa place. Dans un silence tendu, il fixe une carte de l'Afrique. Ses yeux vont de l'Est déchiré à l'Ouest insurgé. De Kigali à Ouagadougou. Et son doigt glisse, jusqu'à une frontière invisible. Celle entre la peur de déplaire et le courage de déplaire pour libérer. Minuit. Palais de la Nation.
Tshisekedi est seul, face à un dossier confidentiel. Sur la couverture, un simple titre. Scénario de sortie de l'EAC, conséquences et stratégies. Il sait que ce choix pourrait déclencher un séisme. Mais il sait aussi que l'EAC est devenu un cheval de Troie, abritant des forces hostiles sous couvert d'amitié. Son conseiller spécial entre discrètement. Il pose un téléphone satellite sur la table. Monsieur le Président, ils sont en ligne. Qui? Le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad et la Guinée. Traoré est avec eux. Oui, Excellence. Et ils vous attendent. Un silence. Long. Intense. Tshisekedi prend une profonde inspiration, puis décroche. À l'autre bout, une voix jeune, calme, puissante, le capitaine Ibrahim Traoré. Monsieur le Président, nous ne sommes pas là pour vous juger. Nous sommes là pour vous accueillir, si vous avez décidé de rejoindre ceux qui n'agenouillent plus l'Afrique devant personne. Cette phrase frappe Tshisekedi comme un coup de tonnerre. Il regarde de nouveau la carte. Le Congo, riche, stratégique, convoité, est la pièce manquante du puzzle. Avec lui, l'Afrique de la résistance serait complète. Sans lui, elle resterait fragile. Pendant ce temps, Kagame, de l'autre côté, a déjà compris. Il mobilise ses troupes. Il renforce les bases proches de Goma. Et surtout, il accélère les négociations secrètes avec certaines puissances étrangères. Car si Tshisekedi change de cap, Kigali perdrait son jeu d'échecs. Dans les jours qui suivent, les médias officiels restent silencieux, mais dans les coulisses, un document est prêt à être signé. Le retrait progressif du Congo de la force régionale de l'EAC. Mais Tshisekedi hésite encore. Pas par peur, mais parce qu'il sait. Ce choix pourrait lui coûter le pouvoir, ou lui donner une place dans l'histoire. Kinshasa, 48 heures plus tard. Le peuple attend une déclaration présidentielle annoncée pour le soir même. Les rues sont calmes, mais les cœurs sont brûlants. On chuchote, on partage les vidéos de Traoré, on analyse les gestes de Kagame, on observe le moindre signe de Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, dans les coulisses, un complot est en marche. Des proches du régime, liés à certains intérêts étrangers, préparent un discours alternatif. Un discours de soumission. Un discours qui confirmerait que le Congo reste dans l'EAC, au nom de la paix régionale. Mais Tshisekedi n'est pas dupe. Il convoque une dernière réunion, à huis clos. Dans la salle, seulement 7 hommes de confiance. Parmi eux, un vieux général de l'Est, qui a vu mourir ses frères d'armes, trahis par ceux qui prétendaient les protéger. Le vieil homme se lève, pose ses médailles sur la table, et dit « Monsieur le Président, si vous signez la paix avec ceux qui pillent nos terres, alors sachez que vous ne dirigez plus rien. Mais si vous choisissez la souveraineté, alors même si vous tombez, l'histoire retiendra que vous avez été un homme. Un vrai. » Un silence. Puis, Tshisekedi prend la parole. Préparez le vrai discours. Celui qui libère. Pas celui qui s'agenouille. Le soir tombe. Les chaînes de télévision sont connectées. Le peuple est rivé à ses écrans. Même à l'étranger, les chancelleries occidentales écoutent. Et enfin, le visage de Tshisekedi apparaît. Il ajuste son micro, fixe la caméra droit dans l'objectif, et dit d'un ton grave. Congolaise, Congolais, il y a des moments où un chef d'État doit choisir entre son confort et son peuple. Aujourd'hui, je choisis mon peuple. La salle explose. Les rues explosent. Le cœur du Congo bat plus fort que jamais. Mais ce n'est que le début. Car dès le lendemain, le Rwanda menace, des drones sont repérés à la frontière, et certaines puissances suspendent leur aide. Mais le peuple, lui, est debout. Et dans les rues, une chanson résonne, portée par les jeunes. On ne trahit pas son sang pour des drapeaux étrangers. Le Congo d'abord. L'Afrique debout. Dès l'annonce historique de Tshisekedi, le monde retient son souffle. À Washington, à Bruxelles, à Paris, les téléphones chauffent. Les alliés traditionnels du Congo sont divisés entre soutien prudent et pression pour un retour à la stabilité régionale. Mais à Kigali, c'est tout autre chose. Paul Kagame est furieux. Pour lui, Tshisekedi vient de briser un fragile équilibre qui lui profitait pleinement. Dans les heures qui suivent, Kigali ordonne le renforcement massif des troupes près de Goma.
Les renseignements montrent une montée d'armes et de mercenaires prêts à intervenir. Des réseaux pro-rwandais au Congo s'activent dans l'ombre pour semer le doute et le chaos. Sur les réseaux sociaux, une campagne de désinformation démarre. Tshisekedi met en danger la paix. Les jeunes Congolais risquent la guerre civile. Mais face à cela, un nouvel allié inattendu émerge. Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina, lance un appel vibrant à l'unité africaine. Ce n'est pas une guerre entre peuples frères. C'est une lutte pour notre dignité collective. Tshisekedi n'est pas seul. Dans les capitales africaines, les téléphones passent. Des sommets d'urgence sont convoqués, non pas pour diviser, mais pour chercher une voie nouvelle, loin des intérêts étrangers. À Kinshasa, Tshisekedi prépare un discours de réponse. Il sait que la bataille ne se joue pas seulement avec des armes, mais avec la vérité et le cœur des Africains. Le Congo est désormais au centre d'une tempête historique, et chaque choix aura des conséquences pour des générations. Dans les coulisses des grandes capitales, la guerre d'influence fait rage. À Addis Abeba, l'Union africaine tente de jouer les médiateurs, mais ses appels au calme peinent à trouver un écho. À Nairobi, les services secrets multiplient les échanges d'informations, surveillant chaque mouvement dans la région. À Bruxelles et Washington, certains lobbies poussent pour un retour à l'ordre établi, craignant un effet domino. Pendant ce temps, au Congo, la population est divisée. Les jeunes urbains applaudissent la prise de position de Tshisekedi, voyant en lui un symbole de renaissance. Mais dans l'Est, les milices pro-rwandaises intensifient leurs attaques, créant un climat d'insécurité croissant. Dans l'ombre, Kagame poursuit sa stratégie, renforcer ses alliances, préparer une éventuelle intervention et semer la zizanie. Mais il sait que s'il franchit une ligne rouge, il déclenchera une guerre à grande échelle, impossible à contrôler. Dans un message confidentiel à Tshisekedi, Ibrahim Traoré propose une alliance politique et militaire renforcée entre leurs pays pour protéger la souveraineté africaine. Ensemble, nous sommes invincibles. Seuls, nous sommes vulnérables. Le président congolais doit désormais décider. Rentrer dans un bras de fer dangereux ou chercher un compromis fragile. Kinshasa, bureau présidentiel, tard dans la nuit. Tshisekedi est seul avec la lettre d'Ibrahim Traoré devant lui. Il relit les phrases, chaque mot résonne comme un appel à la révolution. Ensemble, nous sommes invincibles. Seuls, nous sommes vulnérables. Ce message est une promesse, mais aussi un défi. Il pense à son peuple. Aux mères qui pleurent leurs enfants perdus dans l'Est. Aux fermiers qui n'ont plus de terre. Aux jeunes qui rêvent d'un Congo fort et respecté. Mais il pense aussi à la guerre. À la déstabilisation totale. À la peur de voir son pays plongé dans le chaos. Le lendemain, il réunit son conseil de sécurité. Les avis sont partagés. Certains encouragent à saisir la main tendue de Traoré pour former une alliance forte. D'autres craignent que cela ne provoque une escalade militaire. Un conseiller influent, un ancien diplomate, met en garde. Monsieur le Président, ce choix est historique. Il faut peser l'avenir, pas seulement la colère du présent. Mais Tshisekedi sait que l'histoire ne lui donnera pas le temps de tergiverser. Ce soir-là, devant son peuple, il prend la parole avec une voix ferme, mais emplie d'émotion. Mon peuple, nous sommes à la croisée des chemins. La paix et la souveraineté ne sont pas des mots vides. Je vous promets que chaque décision sera prise pour protéger notre Congo, notre dignité, notre avenir. Nous ne reculerons pas devant les défis, car notre unité est notre force. Dans les rues, cette déclaration est accueillie avec des cris de joie, mais aussi des murmures d'inquiétude. Pendant ce temps, Kagame prépare ses prochaines cartes, bien décidé à ne pas perdre la partie. Dans les montagnes de l'Est congolais, les mouvements militaires s'accélèrent. Des convois rwandais traversent la frontière, camouflés sous le couvert de l'obscurité. Des milices locales, armées et financées depuis Kigali, multiplient leurs attaques contre les villages. Mais la résistance congolaise s'organise. Des groupes de volontaires se forment, décidés à défendre leurs terres coûte que coûte. Des jeunes soldats recrutés par Tshisekedi, inspirés par son discours, s'entraînent intensément. Sur le plan diplomatique, Tshisekedi envoie des émissaires à Abuja et Pretoria, cherchant à rallier d'autres pays africains à sa cause. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud commencent à exprimer un soutien discret, soucieux d'éviter un embrasement continental. Mais Kagame ne se laisse pas faire. Il ordonne une campagne médiatique virulente,
dénonçant un régime instable au Congo, justifiant ainsi ses actions. Au même moment, dans les rues de Kinshasa, les manifestations se multiplient. Les jeunes, galvanisés par le discours présidentiel, réclament un Congo souverain et fort. Mais dans certains quartiers, la peur de la guerre est palpable. Une nuit, un message codé arrive au bureau de Tshisekedi. Les ennemis sont à nos portes. L'heure des choix est venue. Tshisekedi sait que la prochaine étape pourrait tout changer. Le matin se lève sur Kinshasa. Le président Tshisekedi s'installe dans son bureau, entouré de cartes, rapports et messages cryptés. Chaque information reçue est une pièce d'un puzzle complexe. Il sait que chaque décision peut basculer la nation dans la paix ou le chaos. Il pèse les options, diplomatie, alliance ou défense armée. Un conseiller proche lui propose un plan audacieux. Monsieur le Président, si nous renforçons nos alliances régionales, si nous modernisons notre armée et utilisons la diplomatie avec fermeté, nous pourrons résister à toutes les pressions. Tshisekedi regarde par la fenêtre, vers la ville qui s'éveille. Le regard de millions de Congolais est fixé sur lui. Il sait que le choix qu'il fera dans les jours à venir écrira l'histoire du Congo. Les jours suivants, Tshisekedi multiplie les rencontres diplomatiques, forçant le respect sur la scène africaine et internationale. Grâce à une coalition solide avec Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants africains, il obtient un soutien renforcé pour la défense de la souveraineté congolaise. Dans l'Est, les troupes congolaises reprennent le contrôle de plusieurs zones stratégiques, grâce à une meilleure organisation et à l'appui discret des alliés régionaux. Les milices pro-rwandaises reculent, déstabilisées par la résistance unie des forces africaines. Sur le plan politique, Tshisekedi s'adresse à sa population avec un message clair. Nous avons traversé des tempêtes, mais ensemble, nous avons choisi la voie de la dignité et de la liberté. Ce combat n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations futures. L'Afrique se lève, unie et fière. Le président Tshisekedi devient un symbole de la renaissance africaine, un leader capable de défendre son pays face aux pressions extérieures tout en gardant la paix intérieure. Kagame, face à cette coalition inattendue et à la résistance farouche du Congo, doit revoir sa stratégie. L'histoire n'est pas finie, mais une chose est sûre. Le Congo a retrouvé sa voie, et son destin s'écrit désormais entre les mains de ceux qui croient en une Afrique souveraine et forte.